parler aujourd'hui d'un personnage qui a marqué de son empreinte le quartier de Castellarras à Montsartou. Il s'agit de l'architecte Jacques Couel, un personnage hors du commun, novateur, adepte de ce que l'on a appelé l'architecture organique, à laquelle se réfère également un autre architecte plus connu qui s'appelle Antilovague et qui a été un temps son élève. Donc Antilovague est le père des maisons bulles, notamment la maison Bulle, le palais Bulle de Théoule-sur-Mer. Voilà, je suis Patricia Civelle, présidente de l'association L'Artiste à Valbonne. Pourquoi je me suis intéressée à Jacques Couel? Cela remonte à 2008. Curieuse de connaître l'histoire du château de Castellarras que je voyais se dresser sur la colline depuis Valbonne, je me suis interrogée sur son auteur. Le premier qui m'a mis sur la piste de Jacques Couel est le professeur d'art plastique Jérôme Sadler, qui enseignait à l'époque, qui enseigne toujours au collège Niki de Saint-Phal de Valbonne. Il m'a parlé de ces étranges maisons du domaine de Castellarras, le Neuf, et du lien qui unissait Jacques Couel à Antilovague. L'idée de consacrer une exposition à ces deux artistes, Jacques Couel et Antilovague, a pris forme et j'ai commencé à rechercher des témoins de cette époque. Donc j'ai retrouvé par exemple le maçon Vito Di Carano, ou bien le sculpteur François Thévenin, l'entrepreneur de travaux Corrado Tabar. Et la rencontre la plus déterminante a été celle de Robert Azarizi, ici présent, qui fut un proche collaborateur de Jacques Couel tout au long de sa carrière d'architecte. Bonjour et bienvenue à tous. Mon aventure a débuté en 1961, fin 1961. Je suis à la recherche d'un petit job pour pouvoir financer le deuxième cycle d'études avant les services militaires. Un coéquipier de l'équipe de football me parle d'un atelier d'architecture à Montsartou qui est en recherche d'un apprenti dessinateur. Je m'y présente. Et là, je vais faire deux découvertes qui ont bouleversé et orienté ma carrière professionnelle. La première fut celle d'un lieu, le domaine de Castellarras, avec son vieux château, son église, les communs, autour de cela des maisons en cours de construction, s'étalant devant une pelouse, embrassant une vue imprenable de Antibes, la baie de Cannes et les monts de l'Estérel. La seconde, ça a été une image incroyable. Un jeune homme de 60 ans environ, dynamique, s'avance vers moi et la première image qui me vient à l'esprit, c'est celle d'un poète provençal, tout habillé de noir, chapeau sur la tête, les cheveux blancs tombant sur les épaules. Nous avions là quelqu'un avec une écharpe blanche qui s'avance et il me dit « C'est vous qui voulez apprendre à dessiner ?» Oui, monsieur, lui ai-je répondu. Il m'a dit « Je vois que vous avez un carton à dessin, est-ce que vous avez quelque chose à me présenter ?» J'ouvre le carton, à l'intérieur quelques dessins d'école, il les regarde rapidement, lève les yeux vers moi et me dit « Je vous garde ». C'était une joie intérieure. Je suis resté une année en étant son chauffeur de 2 chevaux, l'amenant sur tous les chantiers, à tous les rendez-vous, et surtout une année, j'ai été son porteur de bloc à dessin avec son Pentel Pen, élément essentiel qui lui permettait d'exprimer sa créativité et son génie de l'architecture future. Alors, qui était Jacques Couel et comment est-il arrivé à Castellarras? On va très brièvement relater son parcours. Donc, il est né à Marseille en 1902. Il a fait des études d'archéologie. Et une maladie qui l'immobilisa 3 ans dans sa jeunesse le poussa à s'intéresser aux lois de l'harmonie naturelle, et notamment à la structure des plantes, à la structure des coquillages, des animaux marins, qui influenceront extrêmement fortement sa vision architecturale future. À l'âge de 25 ans, en 1927, un financier américain, M. Schley, lui commanda une bastide à Grasse. Il voulait que cette bastide ait l'air ancienne. Il partit en Provence à la recherche de cheminées, de margelles, de voûtes anciennes qu'il assembla dans un bâtiment qui avait l'air, une fois terminé, d'avoir 300 ans. Le frère de M. Schley, Evander Schley, lui commanda alors un château sur un domaine qu'il venait d'acheter, où ne se trouvait qu'une petite chapelle, le domaine de Castellarras. Alors, en effet, Jacques Couel a entrepris cette construction de 1929 à 1932.
Il a été, comme vous l'avez dit précédemment, à la recherche d'éléments architecturaux dans toute la région de Provence. La réussite fut telle que beaucoup de gens étaient persuadés que ce château existait depuis des années. Et bien sûr, l'anecdote, c'est que en 1956, lorsqu'il a été question de déposer un permis, une intention de construire un village autour de ce château, les élus de la mairie et le service technique ont donné un avis favorable avec une seule réserve, d'attendre le classement au patrimoine des monuments historiques du château. Il a fallu constituer un dossier pour leur démontrer qu'il n'y avait aucune existence de château avant 1929. Les épouses Clé qui venaient en croisière en Europe pour prendre possession du château, au cours d'une soirée, Madame Clé aborde le sujet à une table et des gens lui indiquent qu'en France et en Europe, les châteaux étaient hantés. Elle a pris peur, elle n'a jamais voulu acheter et habiter par exemple le château. L'aventure s'est un peu terminée pour eux et c'est en 1956, et légèrement avant même, que la famille Popov a racheté ce château. Et là, avec l'aide de Pierre Bécard, qui était un ami, un financier de Jacques Coel, il a surgi l'idée de créer un village autour de ce château, un village de 82 maisons. Alors, ce village a été très vite surnommé le village des milliardaires et 90 familles se sont installées, notamment pour les vacances, parce que c'était un village de vacances. Et on peut citer des grandes fortunes, des célébrités comme Sadoudine Aga Khan, Carita, Elisabeth Arden. Et en fait, ce groupement d'habitation était révolutionnaire à plus d'un titre, non seulement par la qualité de l'architecture, mais également par sa structure. Parce qu'à cette époque, on est au début des années 60, où l'on préférait éparpiller les habitations pour laisser un espace vert entre chacune d'elles. Jacques Coel a conçu un habitat groupé, tout en respectant l'environnement existant, à savoir les restanques et les oliviers. Alors, c'est avec le concours de Lucien Nicolet, qui était un architecte cannois, donc qui dirigeait les travaux, avec l'assistance de Jean-Albert Gondran, qui était le directeur des travaux de l'atelier Jacques Coel. Donc, ces travaux se sont déroulés et déjà, on avait vu naître là, malgré les génoises, malgré les tuiles rondes, malgré les tuiles vernissées, quelques éléments de l'architecture future de Jacques Coel, ci et là des formes, des ouvertures légèrement obliques. Et donc, cette réalisation a pris un tel essor et fut une telle réussite financière que ça a permis à Jacques Coel d'asseoir sa notoriété sur le bassin méditerranéen. Après 1962, et fort de ce succès, Pierre Bécard envisage d'investir la crête de la colline qui domine Moinsartou jusque dans les plaines de Tex, et il construira là-dessus une cinquantaine de maisons. Et il s'adresse donc à Jacques Coel, son ami. Et Jacques Coel veut exprimer là sa vision finale de l'architecture. Cette architecture est arrivée beaucoup trop rapidement. Ça a été trop soudain, trop rapide, et les 5 premières et les 6 premières furent construites, mais il faut quand même le reconnaître, ce fut un échec financier et un échec commercial patent. Robert Avarisi, pour comprendre l'innovation du style architectural de Jacques Coel, vous qui l'avez pratiqué, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il travaillait? Eh bien, il abordait toujours les projets en se rendant sur le site. Il était très soucieux de l'insertion du bâtiment dans la nature et surtout le respect de la végétation de qualité en place. Puis, et l'expression était de lui, il tournait sur lui-même comme un chien plusieurs fois et il se posait à l'endroit idéal. Et alors, sous sa patte extraordinaire, naissait le projet, naissaient les croquis, naissaient les détails, et à cette vision, les gens étaient emballés parce qu'il y avait toujours les propriétaires derrière lui qui regardaient ce qui est. Donc naissait sous la patte de Jacques Coel leur rêve. Alors, après les croquis, quelle était la phase suivante? On prenait les croquis pour en faire des plans d'exécution, suivant les normes, et en plus de ça, on faisait le montage, la base du montage de ce qui était la finalité de Jacques Coel, créer l'architecture par une maquette, par 2 maquettes d'ailleurs. Et la première maquette donc était, la base était montée, et on se réservait 4-5 cm d'épaisseur pour l'envelopper de glaise.
Et cette glaise était façonnée, les ouvertures étaient façonnées en fonction des croquis de Jacques Cohen. Et la deuxième phase de l'atelier, on faisait la préparation des façades de la maison. On les mettait sur la planche à dessin, on mettait un calque par-dessus et on attendait que Jacques Cohen vienne façonner la façade. La maquette était en préparation et lorsqu'elle était terminée, on mettait une toile de jute imbibée d'eau que l'on mettait sur la glaise pour que le lendemain elle soit encore malléable pour pouvoir la travailler. Et très souvent, le matin, on arrivait, la toile de jute était au sol et la maquette était transformée, elle était ajustée. Le geste architectural était juste, on avait une évolution sensationnelle. Et certains détails, certaines formes étaient exécutées en fil de fer pour voir l'exactitude de la forme et à des échelles suffisamment grandes pour qu'on puisse évider le centre. On passait la maquette au travers de la tête et la tête visualisait les vues vers l'extérieur, les prises de vue et d'ensoleillement. Et au fur et à mesure que ça tournait suivant la courbe du soleil, Jacques Cohen donnait des ordres pour modifier toutes ces maquettes. Et donc cette maquette était, comme la maquette anglaise, transportée sur le chantier. Quand on a fait la première, ça a été pas difficile, non, quand même, on avait le métier dans les mains, mais il a fallu faire une grosse ossature en béton armé avant d'en arriver au côté artistique de Coel. Des maisons qui ont plus de 300 mètres carrés d'habitat, avec des portées énormes, donc il y a eu un gros béton armé qu'il a fallu faire, alors là c'est le côté technique. Et on avait tout un lot de barres de fer, des barres de fer à béton souples, et on installait les barres de fer selon ses dires, lui il était un petit peu plus loin, mettait un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Et là on faisait des formes. On habillait la maison en fait. La carcasse en béton armé c'était un mannequin comme une couturière et lui il venait, il habillait tout ça. Voilà, l'artiste. Il arrivait sur le chantier, il me demandait comment il fallait faire un truc, alors moi pour lui montrer je prenais la règle et il me dit chez moi il n'y a jamais de règle, ni de cordon ni d'aplomb. J'étais obligé de rester constamment sur le chantier, du matin au soir, parce qu'il y avait des formes quand même très particulières. C'est M. Azalizi qui conduisait, il avait fait les plans. Donc on travaillait beaucoup avec le bois, avec des formes. Souvent on faisait même comme les Romains, on faisait les formes avec de la terre. Mais Vito, dans son témoignage, nous parle aussi d'un coffrage en bois. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe du coffrage en bois? Dans une maison traditionnelle, nous avons un étaiement pour pouvoir poser des planchers. Et bien là, comme la réalisation intérieure de toutes les maisons et surtout la finition de toiture était en forme, il fallait donc créer un coffrage inférieur pour pouvoir couler une structure traditionnelle avec ferraillage. Donc, l'entrepreneur montait cet ouvrage en petites lamelles de bois. C'était un travail très très important et qui prenait du temps. Donc il faisait l'infrastructure de la dalle. Sur cette dalle, on posait un ferraillage classique, etc. Donc il n'y avait pas de souci. Mais Jacques Cohen souhaitait avoir des pénétrations dans les voûtes, des pénétrations dans les sous-faces des planchers. Et comme ce sont des planchers à béton, on ne pouvait pas retravailler ceci. Donc il fallait le créer à main. Et sur ce coffrage, on a amené des formateurs qui, une fois démoulés, créaient des pénétrations à l'intérieur du plafond. Et aussi, de temps en temps, le décor, c'était, on posait des feuilles de chou sur ce coffrage. Une fois décoffré, on enlevait les nervures de la feuille de chou et les patines que l'on faisait sur les plafonds faisaient apparaître un ciel nuageux. Alors, un autre élément fort de cette architecture méditerranéenne, c'est bien évidemment le soleil. Le canon en lumière est un ouvrage maçonné qui était créé en saillie de la façade, était orienté pour capter la courbe et les rayons du soleil suivant la courbe du soleil. Ce prolongement du canon en lumière se faisait soit vers des pièces secondaires des petites chambres, soit des cabinets de toilettes ou des pièces mal éclairées. Armand Lano, dans son ouvrage, précise que Jacques Cohen avait soin de construire de telle façon que l'équinoxe d'été s'accompagne d'une ombre parfaite dans la salle de séjour,
et que l'équinoxe d'hiver inonde de lumière la même salle. Il décrit les canons à lumière avec ces mots. À l'heure prévue, ils s'emplissent de feu et versent dans la demeure une musique silencieuse d'orgue à bouteille. Ce sont des pièges à lumière. Une maison de Coel est un cadran solaire en profondeur. Robert, expliquez-nous le travail de la façade propre à ces maisons et également le choix de la couleur. À l'origine, l'idée de Jacques Coel, le sentiment de Jacques Coel, c'était que toutes ces maisons devaient être patinées comme les pierres ainsi que la terre de terrassement de ces maisons, à l'emplacement de ces maisons. D'ailleurs, sur le chantier, on gardait soit des pierres, soit un sac de terre pour garder la couleur. Et toutes les maisons étaient dans les teintes de ces pierres et de cette terre afin de rester dans l'harmonie de toute la colline. L'eau était aussi un élément important de son architecture méditerranéenne. En effet, l'eau de pluie était canalisée et amenée entre des formes recouvertes de cuivre patiné vers des bassins récupérés par des goulottes et renvoyés par un jeu de pompe sur la toiture. Et ce qui avait l'avantage de créer un sentiment de rafraîchissement, c'est un des éléments forts de l'architecture de Jacques Coel. Vous savez, on parle actuellement de faire des toitures végétales. Mais lui, on a déjà fait, on faisait déjà des toitures végétales. Et la maison numéro 1, elle est comme une rapède, comme ça, avec le patio central. Mais sur le salon, c'est tout un jardin. Et les chambres du premier étage, quand elles s'ouvrent sur ce jardin-là. Donc une autre caractéristique de Jacques Coel, c'était sa volonté d'intégrer une œuvre artistique dans ses maisons. C'était en effet un prolongement tout à fait naturel chez Jacques Coel. Dans chaque maison, il était imposé une œuvre. Et c'était une joie, un plaisir de voir œuvrer les peintres tels que Mathieu sur place, Saint-Gier, les sculpteurs tels que Andréou, Miklos. Andréou qui nous a fait une fresque murale. Et cette fresque murale a trouvé son double sur le sol avec des dalles vertes de la Roya et l'insertion des lames de cuivre. C'est là où on a découvert des tas de sculpteurs qui venaient travailler à l'atelier. Il y avait Bruno Bonello et puis tout un tas de... Et Jacques Coel avait aussi une signature dans chaque maison et dans beaucoup de maisons. Il imposait un vitrail qu'il faisait de sa propre main. Il a créé une ligne de meubles, une ligne de chaises, etc. Jacques Coel demandait à chaque propriétaire de laisser son empreinte dans de la glaise. On prenait cette glaise et on la portait à un atelier de fonderie de la Madeleine à Nice et on fondait toutes les poignées et on mettait sur toutes les portes les poignées représentant la main du futur propriétaire. S'il n'y avait pas de propriétaire, c'est Jacques Coel qui mettait sa propre main. Alors, on a deux artistes qui ont également beaucoup travaillé avec Jacques Coel. C'est le couple Sido et François Thévenin. Alors à Castellarras, on avait commencé par faire le poteau indicateur à l'entrée de la route de Valbonne et du chemin qui monte là. De fil en aiguille, comme ça, il nous a fourni un chalumeau pour souder. Et on a inventé un style, si vous voulez, pour aller s'accorder avec lui, les rambardes, tout ça. Après, on nous a demandé des barreaux, des portes à en faire forger, de tout. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que le fait de faire des objets, c'était quand même vraiment être sculpteur à part entière. Enfin, quel souvenir vous avez de ces relations de Jacques Coel avec les ouvriers sur le chantier? Les travaux entre Castellarras-le-Neuf et le Vieux se sont étalés de 1959 à 1964-65. Donc les différentes entreprises qui œuvraient dans les deux chantiers se réunissaient souvent sur la cour d'entrée du château. C'était les grillades, c'était les sardines et le bon vin, bien évidemment. Et très souvent, au volant de la 2 chevaux, on voyait apparaître Jacques Coel avec Albert Mondran. Et il venait partager le repas avec les ouvriers, ce qui mettait une confiance et un respect extraordinaire entre les équipes. Dans cette période d'intense créativité, Jacques Coel a construit sa propre maison dans le domaine du Redon, la Pinchinade, où se trouvait son atelier.
En 1961, l'atelier donc était installé au chapitre sur la pelouse du château de Castellarras. Castellarras, en passant, veut dire lieu de rassemblement. Aux environs de 1964, nous avons intégré l'atelier Jacques Coel, la Pinchinade. Et la Pinchinade, ça veut dire lieu de révolte. C'était une maison qui était installée dans le domaine du Redon, en limitrophe avec Castellarras. Vous avez une façade très robuste, avec simplement un trou, et ce trou est une voûte. Et dans cette voûte, il y a l'entrée de la maison de Jacques Coel, l'entrée du bâtiment du gardien, et en longeant cette façade, qui est équipée de volets en pierre, on atteignait une partie du bâtiment, un patio qui n'était pas terminé. Et c'est là où nous avons installé l'atelier Jacques Coel. Et nous avons vu dans cet atelier passer des gens extraordinaires, des créateurs tels que Kratalou, Jacques Hollander, Milos Lazarevic, Antilovag, Berthelet, Auvergnat, Galliani, Raspati. D'ailleurs, à l'époque où l'atelier, avec sa notoriété, tournait à plein tube, si j'ose dire, nous étions une quinzaine à œuvrer dans cet atelier. On a parlé d'Antilovag, qui a participé un petit peu à Castellarras-le-Neuf par une extension sur une des maisons, mais on le retrouve surtout à Port-la-Galère, à Thémeux-sur-Mer, qui est un autre chantier initié par Jacques Coel. Oui, effectivement, Jacques Coel, il a eu l'idée, à la demande de Pierre Bécard, toujours, et de la banque Seligman, de développer le domaine de la galère. En fait, ce n'était pas le domaine de la galère, c'était de l'hôtel Saint-Christophe. Il y avait un hôtel et puis toute une zone un petit peu qui allait jusqu'au bord de mer et où il n'y avait absolument aucune construction. Et Jacques Coel a imaginé là des collectifs en grappe, accrochés à la colline, accrochés aux rochers, qui descendent jusqu'au port, avec un port, dans lequel port il y avait tous les bateaux des gens qui ont acheté dans ce domaine. Et ce domaine était destiné à une clientèle de luxe. Et on a fait une maquette qui avait à peu près 3 mètres de longueur, c'était le premier coup. Cette maquette, on n'a pas pu la sortir, elle était trop grosse. Il a fallu casser un pan de l'atelier de la Pinchinade pour pouvoir le porter sur le chantier. Et donc là-bas, il y a, comme on créait chaque fois un atelier là où il y avait l'installation de projets, c'est Antilovag qui a pris la direction de l'atelier avec Bruno Brunello et Tony Grand, le sculpteur. Antilovag a commencé par la rénovation du château de Saint-Christophe, ce qui est actuellement le clubhouse du domaine de la Galère. Et une fois terminé, on a attaqué la première grappe de travaux. Mais Jacques Coel était un petit peu désintéressé, c'était déjà à l'époque où il avait l'intention de regagner Paris. Et ça a été repris par la Tiphaine Promotion avec Abrocangia en tant qu'architecte et après Léopold Vittorge. Et c'est Antilovag qui a pris la suite. Et après avoir pris la suite, il a pris son envol puisque de là est partie la première maison de M. Ries et la suite, le Palais Cardin. Si on résume l'ensemble de son œuvre, on recense au moins 8 châteaux, 260 aménagements paysagers, plus de 100 villas en France et dans le bassin méditerranéen, et plusieurs complexes touristiques dont beaucoup sont restés à l'état de projet. Jacques Coel s'était spécialisé dans l'architecture de vacances et sa réalisation la plus remarquable est l'aménagement de la Costa Smeralda en Sardaigne. Vous pouvez nous en parler ? Oui, effectivement, Karim Aga Khan avait demandé au travers de son cousin Sadruddin de faire le plan de développement de toute la Costa Smeralda. Jacques Coel s'est introduit dans le consortium d'architectes, la première construction qui est l'hôtel Cala di Volpe, et il a créé Montemano, une maison toute sculptée dans les pierres de Sardaigne, pour sa seconde épouse, Véronique Segers, enfin ex-Segers. Et donc il a œuvré jusque-là pendant des années, et c'est son fils, Savin, qui a pris la suite, qui est vraiment dans la lignée de Jacques Coel. L'architecture de la forme, de la lumière qu'a amené Jacques Coel a été repris par Savin et à sa manière et de manière extraordinaire, quoi. Il a affiné le tir, à sa manière aussi. On ne peut pas les comparer, hein. Je ne veux pas les mettre dans la même... l'affiliation, on ne veut pas dire similitude, mais à certains points, ça a servi de base
à son architecture future. Il l'a intégré avec sa propre expression. En 74-75, Jacques Couel a pris l'initiative de rejoindre Paris et de rejoindre l'atelier de campagne première à Paris. La personne qui dirigeait était Rémy de Bourbon-Parme. Et il a complètement délaissé l'atelier de Castellarras, son atelier principal. Ça a désorienté tous les gens qui étaient un petit peu avec lui. Monsieur Couel s'est trouvé avoir beaucoup d'occupations à Paris. Il n'était plus sur place, alors on était souvent bloqués. On ne pouvait plus avancer parce qu'on n'avait plus l'artiste pour nous donner les formes. Et souvent, si on essayait de faire quelque chose, quand il venait, ça ne collait pas, il fallait reprendre. Alors c'est un peu ce qui, à la fin, a hâté peut-être la fin de la chose, c'est qu'il était très occupé à Paris et plus assez à Castellarras. Donc cela nous amène à parler de l'héritage de Jacques Couel. En fait, Jacques Couel est décédé en 1996 à Paris, à l'âge de 94 ans. Alors, est-ce qu'il a fait école? Son empreinte et son influence s'étant éteintes, il n'y a pas eu d'école particulière, alors que beaucoup se réfèrent de Jacques Couel. Comment alors les choses se sont passées ensuite pour vous? Bien, après cette première année, je ne l'ai plus quitté. Au sein de son atelier, j'ai gravi tous les échelons, dessinateur, projeteur, et en 69, il m'a nommé maître d'atelier. Ma mission était de coordonner et d'animer les ateliers qui étaient créés là où nous avions, dans le monde entier et en France, des projets. On a mis en place l'atelier au Portugal, l'atelier à Rome, l'atelier à Paris, l'atelier en Sardaigne, l'atelier à Castellarras et l'atelier à la Galère. Et en 71, j'ai présenté mon inscription à l'ordre des architectes. Suite à cette nomination et à cette inscription, j'ai demandé à Jacques Couel s'il souhaitait faire une collaboration afin de le décharger de toute la partie qui était gérée par la cheville ouvrière de l'atelier, qui était Simone Triboulet, qui était sa secrétaire. Et je voulais le décharger de cette partie, gestion de l'atelier, gestion du social, gestion financière, pour le laisser à sa libre création et à son expression architecturale. Il a accepté et donc nous avons collaboré jusqu'en 74-75, date à laquelle il a commencé à quitter la région et s'installer à Paris. Mais avant de partir, il a eu un geste fantastique, il nous a mis le pied à l'étrier. Il m'a permis de créer mon propre atelier avec Henri Wendling, en nous donnant et en nous passant une partie de sa clientèle et en assurant toute la gestion des choses en place et en cours d'exécution. Qu'est devenu Castellarras le Neuf? Alors, ce programme a été repris par un promoteur parisien, Philippe de Chabalier, avec l'aide de Raymond Martin, architecte de Saint-Étienne, qui d'ailleurs était propriétaire d'une maison à Castellarras-le-Vieux. On pensait élaborer un programme de 27 maisons sur les terres restantes. Parce que je rappelle, nous avons 6 maisons, sculptures habitées, troglodytes et maisons paysages. L'opération s'est déroulée aux alentours de 1981. Donc, le programme s'est totalement arrêté. En 1984, le conseil syndical et le syndic de Dominique Adam de Castellarras-le-Neuf m'ont demandé si je voulais être leur architecte conseil afin de finir le domaine qui était en panne complètement et de préserver l'architecture de Jacques Couel, chose que j'ai acceptée avec beaucoup d'humilité parce que je voulais rendre à Jacques Couel ce qu'il nous avait tant donné. Et avec, je dois reconnaître, l'aide efficace et précieuse des services de la mairie et de l'élu, M. Leblé et M. Ferrer, directeur des services techniques, nous avons réussi à mettre en place administrativement pour pouvoir terminer ce domaine dans les conditions actuelles, à la satisfaction de beaucoup de personnes. Donc c'est ainsi que j'ai œuvré pour Jacques Couel à Castellarras-le-Neuf jusqu'au moment de ma retraite en fin des années 2010. Il faut savoir que ce domaine de Castellarras-le-Neuf est classé au patrimoine du XXe siècle. À ce titre, il est susceptible d'être commenté, étudié et évidemment visité. Notre association a pu organiser une visite de plusieurs maisons de Castellarras-le-Neuf
Et nous espérons pouvoir en faire profiter les amateurs d'architecture à une autre occasion. Et nous espérons aussi vous avoir permis d'approcher d'un peu plus près l'œuvre de cet extraordinaire architecte au sens propre du terme que fut Jacques Coel. Merci. Merci.